Bonjour, je m'appelle Elodie Pérez, je suis naturopathe hypoathiqueur et aujourd'hui je vous propose de vous parler de l'accompagnement holistique des troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc je dirais le cycle TDAH pour être un petit peu plus rapide dans mes explications. Alors je précise que cette vidéo ne se substitue pas évidemment à un conseil médical et je précise également que toutes les informations que je vous apporte sur cette vidéo sont issues d'études scientifiques que vous trouverez dans le descriptif de la vidéo. Alors, définissons le TDAH. Il faut savoir que en moyenne, cela correspond à 4 des enfants et des adolescents en âge d'être scolarisés. Il y a 3 principales caractéristiques. D'abord, la première, c'est l'inattention, les difficultés de concentration. Enfin, la deuxième, c'est l'impulsivité et la troisième caractéristique, c'est l'hyperactivité. Il y a de nombreuses conséquences à ce trouble, un sentiment de rejet de la part de l'enfant, d'incompréhension, éventuellement de dévalorisation de soi, d'agressivité, des troubles compulsifs, il peut y avoir également des troubles du sommeil, souvent des difficultés d'apprentissage et souvent également malheureusement des difficultés relationnelles avec les proches, les parents et les professionnels de l'éducation. Alors, quels sont les facteurs biochimiques? On va déjà constater, au niveau des études que dans 100 des cas, on retrouve un taux insuffisant de dopamine, de sérotonine et de noradrénaline. Alors, la dopamine, c'est l'hormone de l'entrain, de la mise en route. La sérotonine, c'est vraiment l'hormone du bonheur, du bien-être. C'est l'hormone également qui va permettre de réguler pardon, les états de colère, par exemple. Et la noradrénaline, c'est vraiment l'hormone qui va permettre la concentration. Hein, voilà, c'est la réflexion mentale, la concentration. Donc, on va retrouver un déficit, une carence dans ces trois hormones. Il y a 75 de génétique parmi les causes. Alors ça, c'est bien pour les parents parce que ça permet un petit peu de se déculpabiliser. Donc 75 de part génétique, on retrouve 7 gènes qui pourraient être impliqués dans le TDAH. Et ce sont des gènes qui sont impliqués justement dans le métabolisme de la dopamine, de la sérotonine et qui interviennent également dans la neurotransmission. Alors, il y a également des causes environnementales. Les causes, environnementales, donc c'est très global. On va commencer à la vie intra-utérine, ensuite la petite enfance et ensuite, voilà, la façon de vivre de l'enfant, de l'adolescent, de se nourrir, l'exercice physique, voilà, sa façon de se comporter, d'être dans la vie. La cause environnementale, c'est quelque chose de très large. Alors, au niveau intra-utérin, on peut retrouver une carence en iode chez la mère. C'est quelque chose qui a été étudié. L'iode ayant un rôle fondamental dans la croissance et la maturation des cellules. On va retrouver également pendant la grossesse une exposition trop importante à des toxines, en particulier les métaux lourds. On retrouve également l'alcool, le tabac et certains médicaments. Parmi les études, est ressorti également un stress chronique de la maman pendant la grossesse. Ne vous culpabilisez pas trop, ne vous culpabilisez pas du tout, vous faites comme vous le pouvez et vous avez fait comme vous avez pu surtout. C'est très important pour les parents et les mères d'essayer de souffler un petit peu par rapport à ça. La prématurité est également, une des causes, le manque d'oxygène prolongé à la naissance ainsi qu'un trauma crânien du nourrisson. Donc typiquement, l'enfant qui tombe de la table allongée, les bébés secoués malheureusement, cela provoque un traumatisme crânien. Alors pendant l'enfance, la petite enfance et l'enfance, qu'est-ce qu'on va retrouver comme facteur, comme cause possible? La prise d'antibiotiques prolongée ou régulière. Je dis bien prolongée ou régulière, parce que parfois des parents nous disent que, voilà, oh non, il a juste pris 4-5 jours, mais si c'est 4-5 jours, 4-5 fois dans l'année, là, c'est beaucoup. Alors, il y a de nombreuses études qui montrent le lien entre troubles neurologiques chez l'enfant et déséquilibre de la flore intestinale. Il y a de nombreuses études également sur le lien entre les troubles autistiques et une dysbiose intestinale. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller creuser à ce niveau-là et je vais vous en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Les adjuvants des vaccins
Donc, en particulier, ce qui est ressorti, ce qu'on retrouve au niveau neuronal, c'est le mercure et l'hydroxyde d'aluminium dans des quantités trop importantes. Donc, les vaccins sont obligatoires, certains sont obligatoires, mais ces adjuvants, ce n'est pas une fatalité. On peut, en naturopathie, travailler sur la détoxification des métaux lourds avec des nutriments, des plantes qui vont être ce qu'on appelle chélatrices, c'est-à-dire qui vont permettre de fixer les métaux lourds pour ensuite permettre leur élimination. Et parmi les causes environnementales, on va dire, hein, dans la petite enfance, c'est l'exposition aux écrans avant 3 ans. Donc, bien sûr, il faut toujours être très prudent par rapport à ça. Et on ne maîtrise pas encore très bien les effets des écrans sur nos enfants. Au niveau de l'alimentation, on va retrouver parmi les causes l'excès de certaines toxines, en particulier les colorants alimentaires synthétiques, les conservateurs et les engrais chimiques. On retrouve également une consommation trop élevée d'aliments transformés et raffinés et une consommation trop élevée de sucre raffiné. Donc le sucre raffiné, je l'encadre, je le souligne, je le fais clignoter. Vraiment, le sucre, c'est un fléau pour nos enfants. Ils en consomment énormément, ils sont énormément tentés par, tout simplement l'alimentation, pas uniquement à la maison, mais voilà, très facilement, il va y avoir le paquet de gâteaux, les bonbons à l'anniversaire, le soda, quand on était boire un coup chez les copains, et cetera. Ça va très, très vite. Ça fait vraiment partie de nos habitudes, malheureusement, dans, les pays occidentaux et vraiment, c'est un fléau. Le sucre raffiné, c'est une drogue, il y a une véritable dépendance et ça crée des dégâts dans l'organisme et vraiment, je pense que si vous avez des enfants de bas âge, si vous m'écoutez, c'est certainement que vous avez des enfants de bas âge ou adolescents. Vous avez certainement déjà remarqué que lors des anniversaires, quand les enfants consomment beaucoup de bonbons, de soda, eh bien, ils sont hyper excités et c'est difficile ensuite le soir de les calmer et de leur permettre de trouver le sommeil. Donc, voilà, il y a vraiment une action. Le sucre, il va avoir une action déjà directement sur le métabolisme. Il va provoquer donc une envolée de la glycémie. Je parle bien du sucre raffiné, le sucre blanc que l'on trouve vraiment de partout. Il provoque donc une envolée de la glycémie, donc une envolée, un pic d'insuline, et ensuite cette insuline, elle va redescendre, mais elle redescend plus bas que la norme. Et c'est ce qu'on appelle donc l'hypoglycémie réactionnelle. Et cette hypoglycémie réactionnelle va provoquer des pulsions sucrées. Et donc c'est une vraie drogue, il y a vraiment une dépendance. Voilà, et certainement que ça vous concerne également en tant qu'adulte, hein. On est tous plus ou moins malheureusement confrontés à ces problèmes liés au sucre. Le sucre va également nourrir nos bactéries pathogènes. Il va également nourrir notre flore fongique, donc en particulier on connaît bien surtout, et il est très présent, le Candida albicans. Il va également nourrir les vers intestinaux. Et c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à vermifuger nos enfants. Alors, il existe les vermifuges en pharmacie. On trouve aussi des vermifuges naturels. Et c'est très important également de penser aux vers intestinaux qui peuvent aussi aggraver tout ce type de symptômes. On va retrouver également, des carences. Donc en carence, les acides gras, insaturés à longue chaîne, donc en particulier les oméga 3 et oméga 6. Les oméga 9, on en manque un petit peu moins, c'est l'huile d'olive en général. En France, on utilise quand même assez souvent l'huile d'olive, ça dépend où on se trouve en tout cas. Mais si on est plutôt, dans le pourtour méditerranéen, on a quand même, voilà, normalement suffisamment d'oméga 9. Mais l'oméga 6 est plus rare, un peu plus rare que l'oméga 9, mais moins que l'oméga 3. Et donc l'oméga 3, là, pour le coup, est très, très rare parce qu'on le trouve uniquement dans les poissons gras et on trouve son précurseur dans certaines huiles végétales, l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix, par exemple, pour en citer quelques-uns. Et donc, ils sont précurseurs des oméga 3. Là où ils sont le plus biodisponibles, c'est dans les petits poissons gras et on en consomme relativement peu. Donc, il y a beaucoup de carences en oméga 3 et ils sont vraiment très, très importants. Ensuite, on va retrouver dans les études des carences en fer. Il y a beaucoup d'anémie chez les enfants et les adolescents en TDAH. Le zinc, c'est le minéral le plus abondant dans le cerveau. Il est très, très important également pour les fonctions donc, cérébrales. Il a des centaines d'autres fonctions, le zinc. Le magnésium, et il a également énormément de fonctions.
et parmi elles, il y a donc l'équilibre du système nerveux. Vous allez également retrouver l'iode qui est nécessaire pour l'ensemble du métabolisme, et les vitamines du groupe B qui agissent également en tant que cofacteurs du magnésium sur l'équilibre du système nerveux. Donc on retrouve au niveau des études régulièrement des carences dans ces vitamines et dans ces minéraux. Donc on va pouvoir travailler là en naturopathie, en médecine fonctionnelle, on va pouvoir du coup, grâce à la micronutrition, combler ces carences. Alors, il existe un médicament, le méthylphénidate, donc on connaît plus sous le nom de Ritaline, enfin c'est un des noms commerciaux. Donc c'est un psychotrope qui va avoir une action sur les récepteurs de la dopamine et de la noradrénaline. Donc vous voyez, on va déjà agir sur deux des neurotransmetteurs qui vont être manquants. 25% des enfants ne réagissent pas au traitement, ça veut dire qu'il y a quand même 75% des enfants et des adolescents qui réagissent bien. L'effet dure 8 heures et les effets secondaires à court terme, c'est en particulier la perte d'appétit. Et la perte d'appétit, elle est retrouvée dans 100% des cas. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ce que l'enfant ait bien pris son petit déjeuner avant de prendre son médicament, parce que sinon il pourrait passer sa journée sans manger. D'ailleurs, parmi les effets à long terme, on retrouve une perte de poids et un retentissement sur la croissance. C'est un lien avec cette perte d'appétit. On va trouver également de possibles troubles de sommeil, anxiété et agressivité. Alors ça aggrave plutôt le tableau. Ça ne nous arrange pas pour les enfants TDAH. Et donc, pourquoi? Parce qu'on va agir justement uniquement sur la dopamine et la noradrénaline. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'hormone qui va réguler le bien-être, l'humeur, calmer l'agressivité et d'ailleurs améliorer aussi le sommeil, c'est la sérotonine. D'ailleurs, elle est précurseur de la mélatonine que l'on connaît mieux, étant vraiment l'hormone principale du sommeil. Donc, ça va être un petit peu à double tranchant. C'est très efficace chez certains enfants. Ça permet de soulager dans des moments de crise. Donc, on n'est pas du tout en naturopathie, on n'est pas du tout fermé, bien sûr, aux médicaments allopathiques qui peuvent être d'une grande aide lorsqu'il y a vraiment besoin d'agir rapidement et d'avoir des effets vraiment très probants et plutôt rapides. Ensuite, donc, on peut agir, on a des solutions naturelles, on a des solutions holistiques. Donc, quand c'est possible, on peut aller vers ces solutions-là. Et l'un n'empêche pas l'autre. On peut tout à fait agir sur le terrain, combler des carences nutritionnelles et prendre, lorsque c'est nécessaire, un médicament. Alors, ce problème de la sérotonine qui ne va pas être réglé par ce médicament-là, certains médecins l'ont compris et rajoutent du coup ce qu'ils ont dans leur boîte à outils. Et donc, ce sont les antidépresseurs qui agissent sur la voie sérotoninergique. Donc, ce sont excusez-moi, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et qui vont du coup permettre qu'il y ait plus de sérotonine dans le sang. Donc, ça peut être effectivement des solutions allopathiques. En termes de solutions plus naturelles, alors déjà, bien sûr, on va penser aux professions paramédicales. Donc les psychomotriciens, les orthophonistes, les psychologues. On va penser également à la TCC, la thérapie cognitive et comportementale, qui sera vraiment très intéressante parce qu'elle va proposer à l'enfant, à l'adolescent, des outils. Elle va vraiment l'aider à se calmer tout seul, à se concentrer soi-même, à se canaliser. Donc ça peut être vraiment intéressant effectivement à tester. Il existe une méthode également non invasive qui s'appelle le neurofeedback et qui permet de rééduquer le cerveau. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais voilà, l'enfant, l'adolescent écoute une musique, un film, et il a donc des capteurs au niveau de la tête, et en fonction des réponses des réponses cérébrales, il va y avoir des micro-coupures en fait de la vidéo, du son, et ce qui va permettre de rééduquer le cerveau. Bon, si vous êtes thérapeute en neurofeedback, excusez-moi si j'ai pas une très bonne explication. En tout cas, je sais qu'il y a vraiment de très bons résultats. C'est pas mon cas, je ne suis pas praticienne en neurofeedback, mais je sais qu'il y a de bons résultats chez ces enfants. Dans le même type, on va avoir également la méthode Tomatis qui va permettre, alors là, une stimulation neurosensorielle par l'écoute de musique filtrée. Voilà, je ne rentrerai pas plus dans le détail. Et puis, vous allez avoir les médecines douces telles que la réflexologie, la sophrologie, l'hypnothérapie. On va penser également, bien sûr, à l'activité physique et, si possible, en extérieur. Le lien avec la nature va aider l'enfant à se recentrer, à se reconnecter.
Donc au niveau nutrition, vous l'aurez compris, on va combler les carences, donc en fer, en zinc, en magnésium, en iode, en vitamines du groupe B, c'est la base. Après évidemment, si vous allez voir un praticien, tel que moi, naturopathe ou d'autres types de praticiens, en faisant une anamnèse, un bilan de santé, on peut aussi se rendre compte qu'il y a d'autres carences. Ça, c'est vraiment la base. C'est un conseil général que je vous donne aujourd'hui, évidemment, hein. C'est pour vous donner déjà, voilà, quelques outils, quelques voies. On peut penser également à la vitamine C qui permet la synthèse de la sérotonine. On va penser à la vitamine D3 dont on est facilement en carence à partir, bah, justement de cette époque-là, décembre, janvier. On peut facilement avoir une carence en vitamine D3 parce que cette D3, on la synthétise grâce aux rayons du soleil, grâce aux rayons UV. C'est le cholestérol de la peau, en fait, qui va se transformer en vitamine D3 et on va la stocker au niveau hépatique, au niveau du foie. Et sauf que le stock, au bout d'un moment, arrive à ses limites. Et si on a une vie qui est assez sédentaire, eh bien, en décembre, janvier, en général, on n'a plus de stock. Et là, on va commencer à avoir beaucoup de dépression saisonnière et on va trouver, bah, chez les enfants qui ont ce type de troubles-là, eh bien, des troubles plus importants. Donc, n'hésitez pas à combler les carences en vitamine D3. Alors, je vous dis, très franchement, je ne suis pas pour les ampoules avec 40 000, voire j'ai déjà vu du 100 000 unités internationales de vitamine D3. C'est bien plus que le foie ne peut supporter et ne peut stocker. Il vaut mieux apporter moins, mais tous les jours. Donc, il vaut mieux apporter 1000 unités internationales par jour. Voilà. Et comme ça, il y a une utilisation constante et il y a un stock qui va se faire, mais régulièrement. Quand on est exposé au soleil, on ne reçoit pas d'un coup 5000 UI. Voilà, donc c'est bien aussi de respecter eh bien, la physiologie, la nature, tout simplement. On pense à complémenter évidemment en oméga 3. Alors, les oméga 3, si vous arrivez à donner à vos enfants des petits poissons gras 2 à 3 fois par semaine, je vous félicite. Moi, je n'ai jamais réussi avec les miens. C'est pas évident. Donc, je vous conseille effectivement d'aller vers une complémentation. Il existe des petites capsules d'oméga 3 bien titrées en EPA, DHA. Et là, pour le coup, c'est très intéressant parce que c'est anti-inflammatoire neuronal. Il fluidifie le sang, il améliore les connexions cognitives. Il améliore donc tout le fonctionnement du système nerveux, le fonctionnement cérébral. Il va même agir sur l'équilibre émotionnel. Les oméga 3, nous sommes tous carencés, donc n'hésitez pas à complémenter. Et donc, au niveau alimentaire, eh bien, on va essayer de faire des évictions. Donc, on va privilégier des sucres complets, si c'est possible, à la place des sucres raffinés. Je vous conseille d'y aller progressivement. C'est une vraie addiction. Si vous arrêtez du jour au lendemain, votre enfant ne va pas le supporter et ça va être pire que tout. Il va se jeter sur un Mars au bout de 3 jours. Donc, je vous conseille, donc ça, c'est bien d'aller voir un thérapeute qui pourra vraiment vous orienter, en fait, hein, sur ces changements alimentaires, mais progressivement, de passer du sucre raffiné, donc blanc, à un sucre d'abord semi-complet, ce qu'on appelle le sucre blond, et enfin à un sucre complet. Il en existe plusieurs, Rapadura, etc. Il y en a beaucoup. Donc ça, vous les trouverez en magasin bio sans problème. De plus en plus de grandes surfaces même en proposent. Attention aux faux sucres roux. Et vraiment, il faut être très prudent avec ça. Dans certaines grandes surfaces, on va trouver l'appellation sucre roux. Et lorsque l'on regarde la composition, c'est en fait un sucre blanc qui a été raffiné, donc il n'y a plus aucun minéraux, un index glycémique au plafond, et qui a été brûlé pour le rendre roux, pour rendre la couleur rousse. Donc ça, c'est terrible parce qu'en plus, le fait de brûler le sucre, ça crée une glycation. Et donc, c'est pire que tout. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en plus, c'est cancérigène. Donc, le sucre est cancérigène tout seul, mais alors le sucre brûlé, cancérigène plus, plus, plus. Donc, je vous conseille vraiment d'aller vers des sucres de bonne qualité. Vous pouvez également aller vers des sucres naturels, le miel, le sirop d'agave, le sirop d'érable. Ça reste très sucré, mais il y a des minéraux. Et les minéraux permettent de ralentir son absorption, d'éviter l'acidification liée au sucre parce que les minéraux vont tamponner l'acidité et vont permettre également de diminuer en fait l'absorption intestinale du sucre, de la ralentir et donc d'éviter un pic de glycémie. Et donc, le pic de glycémie provoque un pic d'insuline. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une insuline très haute, c'est rapidement derrière une insuline très basse et donc des pulsions sucrées. Donc, voilà par rapport à ça. Si vous pouvez faire également une éviction ou en tout cas diminuer le lait de vache. Le lait de vache
est très acidifiant. Ce sont des protéines qui sont extrêmement difficiles à digérer pour nos estomacs, pardon, humains. Donc ça va être, voilà, si on peut essayer d'éviter le lait de vache, ça peut également, enfin il faut savoir également que c'est un lactose, c'est un sucre, donc on va essayer de le limiter et si possible d'aller vers du lait de brebis, du lait de chèvre et si vous pouvez même des laits, même si l'appellation lait n'est pas juste, mais des laits végétaux. Lait d'amande, lait de noisette, lait de riz, etc. Si vous le pouvez, moi par exemple, je fais des crêpes au lait d'avoine, mes enfants n'y voient que du feu. Vous voyez, donc il y a plein de possibilités. Alors, on va également limiter les produits industriels, pardon, les produits raffinés et la charcuterie. On va favoriser bien sûr des fruits et légumes crus et cuits, de saison et si possible, s'il vous plaît, non traités, ou en tout cas d'agriculture raisonnée et si vous le pouvez, d'agriculture biologique. Et puis bien sûr, on va proposer des oléagineux, des légumineuses, des poissons gras, tout ce qui apporte de bons acides gras et voilà, beaucoup de vitamines, minéraux, oligo-éléments. Vous pouvez penser aux super aliments également, le pollen, les algues, le germe de blé, la poudre d'ortie, etc. Bon courage pour les faire prendre à vos enfants. Moi, j'aime beaucoup la spiruline et la spiruline, on peut la trouver aussi en gélule assez facilement. Et l'avantage de la spiruline, c'est qu'elle présente en fait les acides aminés, la tyrosine et la tryptophane, L-tyrosine et L-tryptophane, qui sont les précurseurs de la dopamine, de la sérotonine, de la noradrénaline et même de la mélatonine. Donc ça, c'est intéressant aussi, voilà, en tant que précurseur. Et dans la spiruline, il y a aussi le zinc, le fer, le magnésium, des oméga 6, je crois, oméga 6, que je ne me dise pas de bêtises, de la chlorophylle qui purifie le sang et qui permet aussi de chélater ces fameux métaux lourds dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui purifie également les intestins. Une petite précision, s'il y a intoxication aux métaux lourds, n'hésitez pas à travailler en parallèle sur le foie. Lorsque l'on détoxifie les métaux lourds avec des chélateurs, on va demander aussi un travail important au foie. Si le foie a été fatigué par une alimentation trop lourde, par beaucoup de toxines et par de la colère, parce que l'émotion du foie, c'est la colère, eh bien, ça peut être intéressant d'aider le foie avec des plantes telles que chardon-marie, artichaut, romarin. On va trouver le pissenlit, le desmodium, le radis noir, il y a beaucoup de choses. Alors, tout ce que je vous dis, on est sur une vidéo, je ne suis pas en contact direct avec vous. Surtout, fiez-vous bien à ce qui est noté sur le pilulier que vous allez choisir, enfin, le laboratoire que vous allez choisir. Regardez bien les posologies et les conseils d'emploi, bien évidemment. On peut aussi prendre du glutathion peroxydase qui va aider à la détox hépatique si vraiment il y a une surcharge toxinique. On peut penser aussi aux antioxydants parce que la détox hépatique crée beaucoup d'oxydation, donc comme le curcuma par exemple. Et enfin, et je terminerai presque là-dessus, la santé intestinale, bien évidemment, je vous en ai parlé tout à l'heure, le microbiote y joue un rôle crucial, continu dans la libération de métabolites. Il va intervenir dans la fabrication de neuromédiateurs, de neurotransmetteurs. On va même retrouver des neurones dans les intestins. Alors, j'ai une information, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais j'ai trouvé ça très drôle. J'ai entendu que dans les intestins, il y a donc des neurones. Il y aurait la même quantité de neurones dans les intestins humains que dans le cerveau d'un chat. Voilà, j'ai trouvé ça drôle. Ils sont quand même intelligents, nos chats, donc imaginez un petit peu les neurones que l'on a au niveau intestinal. Donc, on va bien sûr proposer des probiotiques, donc des bonnes bactéries saprophytes qui vont réensemencer et qui vont diminuer la flore pathogène. On va pouvoir agir aussi évidemment avec, il existe des plantes, il existe plein de choses pour nettoyer les vers intestinaux. La flore fongique également, on va pouvoir prendre des plantes, des huiles essentielles. Il y a tellement de choses à vous dire, je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui, mais voilà, qui vont permettre de nettoyer le système digestif. On va prendre également des prébiotiques qui vont nourrir les bonnes bactéries. Et enfin, il va falloir prendre des nutriments qui réparent la muqueuse, parce que lorsqu'il y a dysbiose, il y a souvent hyperperméabilité intestinale. Et donc là, on va pouvoir proposer du zinc, de la glutamine, donc c'est un acide aminé, la L-glutamine, qui permet de réparer les jonctions serrées. Donc ce sont ces petites portes que l'on a au niveau intestinal et qui laissent passer les nutriments. Et lorsqu'elles sont trop ouvertes, eh bien, elles laissent passer du coup des macronutriments qui n'ont rien à faire dans la sphère, enfin des grosses molécules, pardon, qui n'ont rien à faire dans le système sanguin, et ce qui peut provoquer d'ailleurs des allergies
des réactions auto-immunes, des maladies auto-immunes, etc. On va trouver également la chlorophylle qui va permettre de nettoyer donc le système digestif, et je vous en ai parlé tout à l'heure avec la spiruline, le collagène également qui va réparer, la zéolite, voilà, bon, il y a plein de choses. On va pouvoir également proposer des plantes adaptogènes. Moi, j'aime beaucoup la bacopa parce qu'elle améliore la mémoire, elle aide les neurones à se ramifier, elle va augmenter l'apprentissage, elle est anti-inflammatoire au niveau neuronal. Elle va augmenter l'acétylcholine qui augmente l'apprentissage, qui augmente les fonctions cognitives. Et en plus, elle est adaptogène. Donc, elle va aussi augmenter le parasympathique. Donc, vous avez le système nerveux sympathique, c'est celui qui met en route. Et le parasympathique, c'est celui qui calme et qui permet aussi la digestion. Et donc, on va aussi avoir une action sur ce parasympathique. On va également calmer, hein. On a ce côté adaptogène. Parmi les plantes adaptogènes, j'aime bien également le l'éleutérocoque qui lui va vraiment, pour le coup, augmenter les capacités mentales, physiques, permettre une meilleure concentration. Et ma préférée de toutes, c'est l'ashwagandha, parce que l'ashwagandha, elle est vraiment très apaisante, elle est régulatrice de l'humeur. Voilà, donc en fonction du terrain de votre enfant, vous pouvez tester une de ces plantes. Je vais vous parler rapidement des élixirs floraux. Je n'invente rien, je reprends des conseils qui ont été donnés par Brigitte Mélan du laboratoire d'Eva, que j'ai trouvé très intéressant, donc je vais vous en parler aujourd'hui. On a plusieurs, donc les élixirs floraux, c'est les fleurs de Bach, mais pas que. Il y a également des élixirs contemporains. Et donc, vous allez avoir, par exemple, pour la concentration, on peut donner la clématite qu'on va donner aux enfants qui sont un petit peu dans la lune, qui rêvent, hein, voilà, pour les états de rêverie, pour revenir à l'instant présent, à la réalité, en fait, hein. Vous allez avoir également le marronnier blanc pour le bavardage mental, mais le bavardage stérile, hein, où voilà, ça n'amène à rien avec plein de pensées confuses, hein. Ça permet de se recadrer aussi un petit peu, de se recaler. Pour les enfants hypersensibles, vous avez le composé floral protection qui est intéressant avec trois achillées, la rose, la blanche et la jaune. Pour les enfants qui ont une dévalorisation d'eux-mêmes, vous pouvez proposer le bouton d'or qui va augmenter donc le soleil intérieur, le fait voilà, de s'aimer soi-même. Et vous allez avoir également la mélèze qui va augmenter la confiance en soi. Pour les problèmes d'anxiété, vous avez donc bien sûr le rescue. Vous allez trouver également le mimulus pour les peurs qui sont non identifiées, les qui sont identifiées, pardon. Le tremble pour les peurs non identifiées, donc quand on a peur mais qu'on ne sait pas pourquoi on a peur. Et l'aigre-moine, alors l'aigre-moine, c'est ce qu'on appelle la fleur du clown triste. Ce sont, vous savez, ces enfants qui vont toujours donner une image d'enfants joyeux, alors qu'au fond d'eux, ils ressentent beaucoup de tristesse. Et ça permet en fait à l'enfant, eh bien, de mieux exprimer ses émotions, ce qu'il ressent vraiment. S'il y a des problèmes de jalousie, vous avez le OU qui sera intéressant en élixir floral. Et pour améliorer la communication, vous allez pouvoir proposer la gueule de loup qui va adoucir, calmer la communication pour éviter l'agressivité, et le calendula qui rend la communication plus chaleureuse et plus bienveillante. Et enfin, pour les parents, vous allez pouvoir prendre le pain sylvestre pour les sentiments de culpabilité. S'il y a un épuisement mental, vous pouvez penser à l'olivier. Et enfin, vous pouvez également prendre du zinnia en élixir floral qui permet de prendre de la hauteur et de prendre les choses avec plus de légèreté et même d'humour, en fait, hein, et ça peut aider à un petit peu dédramatiser les situations. Voilà, pour les enfants, les adultes, enfin les adolescents, parce que pour l'instant c'est mon thème, TDAH, vous pouvez également utiliser, alors, il y a certains objets, il existe la bague hérisson, donc c'est une bague avec des petits picoux assez enfin, mous en fait, hein, que l'enfant peut porter en classe par exemple, et qui va lui permettre en fait de garder son attention. Voilà, le fait d'avoir comme ça un mouvement et donc de pouvoir laisser libre cours, si vous voulez, à cette activité, hyperactivité, permet finalement au reste du corps d'être plus calme et plus attentif. Il existe également, peut-être pour les plus petits, les couvertures lestées. Donc, ce sont des couvertures qui sont assez lourdes et qui peuvent donner un sentiment de réconfort, voilà, chez les enfants qui sont vraiment en grande insécurité.
Voilà pour les conseils que je peux vous donner, ça fait beaucoup. J'ai conscience que je vous ai envoyé beaucoup d'informations d'un coup. N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin de plus de précision, bien évidemment. J'ai essayé d'être la plus concise possible, mais alors voilà, je m'étais dit une demi-heure. Là, je suis à 30 minutes pile, donc c'est pas trop mal, mais j'ai conscience quand même que j'ai donné quand même beaucoup d'informations. Donc vraiment, n'hésitez pas à revenir vers moi, à me demander des conseils. Je serai très heureuse, pardon, ça me ferait plaisir de vous répondre. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, de patience, de bienveillance vis-à-vis de ces troubles. Dites-vous également que ce n'est pas une fatalité. On peut faire beaucoup de choses pour améliorer le terrain de l'enfant, améliorer son environnement et faire en sorte qu'il se sente mieux. Et dites-vous également qu'il n'y a que 65%, alors c'est beaucoup, mais bon, c'est pas la totalité, des enfants et des adolescents TDAH qui le resteront à l'âge adulte. Ça veut dire quand même qu'il y a une part importante qui ensuite voilà, régularise, si vous voulez, ce désordre. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui et je reste à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. À très bientôt. Merci.